Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Kevin Rolland, non pas le skieur, mais l'associé d'un certain Florent Leden, finaliste de Top Chef. Kevin nous raconte son parcours, de ses racines au cœur des Flandres dans le nord de la France, à la grande distribution pour atterrir dans la restauration en devenant associé d'un grand chef engagé. Kevin nous raconte son parcours, de ses racines au cœur des Flandres dans le nord de la France, à la grande distribution pour atterrir dans la restauration en devenant associé d'un grand chef engagé. On y parle d'entreprendre avec un ami, mais aussi de la manière dont on travaille aux côtés d'une personnalité telle que Florent. Je vous invite à découvrir un épisode débridé et authentique où le terroir est mis à l'honneur. Je vous laisse avec Kevin, très bonne écoute à vous. Sont chaud ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Mais c'est normal. Je pense que c'est le bon moment pour y aller. Alors De toute façon, on n'a pas... À un moment donné, il faut y aller. Alors, il y a un truc qu'il ne faudra pas oublier de dire. Bonjour, on est avec Kevin Rolland. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que Kevin Rolland, ce n'est pas le skieur acrobatique, ce n'est pas l'athlète de haut niveau, c'est l'entrepreneur et le restaurateur. Salut Kevin. Bonjour Fred. J'allais dire Florent, du coup, voilà. On s'est briefé avant. Bonjour Fred, ça va ? C'est la private joke de lancement du podcast. Alors, pourquoi j'ai voulu recevoir Kevin ? Plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvé avec Kevin dans une pièce comme ça à parler. Jamais avec un micro. Et puis jamais pour parler de ce qu'on va parler. Non. Une partie peut-être, mais pas la totalité. Peut-être le dernier rendez-vous qu'on avait eu ensemble, peut-être. Peut-être, on verra. Justement, Kevin, moi je te connais, mais j'ai pas envie d'en parler, d'en dire plus. J'ai pas envie de parler sur ton histoire. Je voudrais que ce soit toi qui me la racontes. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ce que tu es aujourd'hui, un restaurateur lillois et un entrepreneur ? Je m'appelle Kevin Rolland, du coup, je suis pas le skieur, toujours pas. J'aimerais bien, mais voilà, on s'en fout, je suis pas lui. J'ai 38 ans, je viens de Sercu, mon village natal, là où j'ai grandi pendant une vingtaine d'années. C'est où Sercu ? Sercu, c'est près d'Hazebrouck. Et Hazebrouck, c'est ? C'est entre Lille et Dunkerque, on va dire. Ouais. Pour dire de faire une grosse... T'as bien fait, on est peut-être écouté dans le monde entier. Donc non mais ouais, en France, bien sûr. Voilà. c'est nécessaire de le préciser. Je suis papa d'un garçon de 5 ans et comme je disais, j'ai grandi donc à Sercu. Je voudrais juste préciser que j'ai grandi aussi dans le village où je suis né, du coup, et où mes parents avaient aussi un estaminet. Et c'est important de le rappeler, de le préciser, c'est que cet endroit-là, on appelle ça dans le Nord les Flandres. Et ouais. ça a un sens, ça vaut le coup de le préciser maintenant pour toute l'histoire. Oui, tout à fait. Alors, un estaminet, je vais le faire assez succinctement. La vraie origine d'un estaminet, c'était grosso modo une personne lambda qui ouvrait sa maison, qui mettait un comptoir et qui... quelques heures par jour, recevait des gens pour leur donner à boire, à manger, etc. Voilà. Ça, c'est la vraie histoire d'un estaminet. Après, ça a évolué avec une épicerie, avec plein de choses, une boulangerie, ça pouvait être n'importe quoi, mais dans tous les cas, on devait donner à manger, à boire. Voilà. Et le fait d'avoir grandi dans un village et dans les Flandres, si tu peux déjà en dire un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ce que ça m'a apporté, moi... d'être assez quand même si maintenant je suis devenu un peu plus urbain, mais de garder ce côté assez rural. D'être super content de retourner au moins 2 dimanches par mois dans mon village, parce que ça c'est important, de faire découvrir ça aussi à mon fils. C'est super important parce qu'il n'y a pas que la ville. Ça m'a donné des valeurs forcément, parce que les valeurs, c'est pas pour détruire les valeurs urbaines, pour dire qu'il y a une différence entre les valeurs urbaines et les valeurs rurales, loin de là, mais c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Les rurales, on connaît tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on essaye d'aider son voisin quand on voit qu'il va pas bien ou autre. Maintenant, je vis en ville, c'est pas du tout les mêmes valeurs. On va plus aider ses amis. C'est peut-être parce que aussi les valeurs, les mœurs sont changées, je sais pas. Voilà. Donc ça m'a apporté surtout ces valeurs-là, c'est des valeurs humaines aussi, je pense. Parce que les potes, mes meilleurs potes mes plus anciens potes sont encore de là-bas, quoi. Ok. Et donc tu grandis là-bas, ouais. Tu fais tes études sur l'île ou dans le coin ? J'ai fait mon secondaire, on va dire, donc jusqu'au lycée à Hazebrouck. Hazebrouck qui est quand même une ville au moins de 10 000 habitants, quoi. Quand même. Donc c'est déjà une grande ville. Pour moi, c'était une grande ville. J'adorais y aller en vélo. Il y avait des gonzesses.
Et des copains aussi. Hein. Aussi. T'allais pas tout droit, quoi, tu veux dire. Non. Tu faisais des détours. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, études, après sur l'île. Voilà, études jusque mes 17 ans pour mon bac. Après quoi, je suis parti sur l'île pour faire un super doc géo. Vraiment très, très enrichissant. Je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai arrêté... j'ai pas passé mes examens de deuxième année, en fait, parce qu'on devait aller à Bellewaerde. Ah, merde. Voilà, ça c'est la vraie histoire. Mais c'est vrai, en fait, Florent m'appelle la veille et il me dit Kevin, on va à Bellewaerde demain. Je regarde mon agenda, je fais chier, j'ai un examen quand même. Oh bah je viens, voilà. Et, j'ai loupé mes examens à cause de Bellewaerde. Voilà. Cette histoire, je l'avais pas. Donc Voilà. c'est pas mal, merci pour la référence. Non mais voilà, c'est vrai. Et donc après Bellewaerde. Après Bellewaerde, du coup, j'ai pas eu mes examens. J'ai postulé un peu partout. Enfin, pendant mes études, déjà, je bossais. C'est ce qui m'a aussi dit. Enfin, avant même, à mes 13 ans, je bossais déjà chez mes parents. Pour revenir, parce que derrière mes 19 ans, quand j'ai quitté le monde scolaire, j'ai eu un... Enfin, je bossais déjà, voilà, entre 13 et 20 ans, je bossais déjà. Donc, de 13 ans à 18 ans chez mes parents. Et ça m'intéresse. Voilà. Ils faisaient quoi justement tes parents Ils tenaient cet estaminet. Et grosso modo, l'idée, c'est que j'y étais au moins le week-end. Donc j'étais derrière le bar, le vendredi avant d'aller à la fac, quand j'allais à la fac, je faisais aussi les tartes. Enfin voilà, j'aidais mes parents pour ne pas qu'ils aient embauché quelqu'un. Et puis à la fois, c'était aussi pour ça, mais c'est surtout parce que ça me plaisait, essentiellement. Parce que de voir du monde, de discuter, voilà, le nombre de soirées que j'ai loupées entre potes, avec mes potes du lycée, où je disais bah non, je suis désolé, ce soir mes parents ils doivent bosser, alors qu'en fait j'étais pas obligé d'y aller, mais j'étais plus heureux à aller non pas de travailler chez mes parents, mais à passer une soirée avec les clients du bar, avec tout ça. C'est un vrai, c'est un environnement, un univers, et ça c'est ce qui me plaît, quoi, du moins. Donc ça donc de 13 ans à ouais, on va dire 18 19 ans, enfin voilà. Et après le week-end, quand j'étais à la fac, comme j'avais vraiment du temps libre, je bossais chez une fabrique de boîtes à pétri, donc à Bord. Je vais pas dire le nom, c'est une famille en plus de Sarcu, mais c'est pas très grave. Et je faisais le week-end, je faisais 5h 17h samedi dimanche pardon, une fois, et le week-end d'après je faisais 17h 5h. Donc forcément j'arrivais à la fac quand j'avais fait 17h 5h, j'arrivais comme ça. Donc faut dire aussi, les cours je les suivais plus beaucoup le lundi, donc je dormais beaucoup. Et c'est ce qui m'a aussi, à partir du moment où on est à l'appât du gain, enfin c'est pas qu'on a besoin de gagner, c'est pas qu'on a envie de gagner de l'argent, c'est que à partir du moment où on a eu de l'argent dans sa poche, son propre argent, je trouve ça difficile de pas basculer sur le côté où je me mets dans le monde du travail, en fait. Parce qu'on a cette autonomie et on la veut à 100%, quoi. Ok. Et donc t'arrives au moment où il n'y a plus les études et là tu bifurques vers le monde professionnel. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 19 ans, je vais sur l'île. Je sais pas ce que je voulais faire comme métier, mais je voulais bosser. Donc je regarde comment je suis habillé. Et je fais je vais aller voir les marques avec lesquelles je suis habillé, c'est que je les aime bien. Voilà. Bonne idée. Et du coup, j'ai balancé des CV chez quelques marques. Un jour, on emménage avec ma copine de l'époque, et puis elle me fait on va aller chez Ikea. Je fais cool. Je sais quoi Ikea? J'avais 19 ans, les gars. C'était, voilà, Ikea venait de se construire. Hein. C'était en 1947. Je sais plus la date de début, mais bon, voilà. On doit pas être loin, si? Un petit peu plus loin. Un peu plus loin? Ouais. On est plus vers 88. Ah ouais, tu vois, on n'est pas si loin, finalement. On n'est pas si loin. Voilà, mais non, c'est vrai, 88, le premier magasin 88. En France. Ah non, pas en France, 81 en France. Ah ouais. 88, l'homme. 88, l'homme. Oui, non, voilà. Donc mais c'était donc pas si loin, voilà. Donc 80, je sais plus quelle année. On va pas le dire parce que sinon j'aurais passé pour un con. Donc je vais chez Ikea et puis à l'accueil, tiens Jennifer. J'ai mon CV. Pour la petite histoire, c'est un vrai prénom d'une personne qui bosse à l'accueil. Et si tu nous écoutes, Jennifer, voilà, clin d'œil. Et donc voilà, je lui mets mon CV et on me rappelle dans les 2-3 jours, salut, tu peux passer un entretien. Et donc j'ai été pris chez Ikea en fait. Donc après j'ai arrêté de chercher. Alors pour la petite histoire,
c'est là où on s'est rencontrés. Vous vous doutez bien, vous avez un peu compris logiquement maintenant que vous suivez un peu le podcast. Kevin, t'es quand même le mec dont je me souviens la date d'intégration. Oui, un 31 décembre. Tout à fait. Alors, j'ai plus l'année par contre, mais moi je pense que c'est 2003. Ça devait être 2003, ouais. 31 décembre 2003, ouais. La première fois quand je suis arrivé le 31 décembre au soir, tout le monde m'a demandé: t'as trouvé du taf, Kevin? Ouais, j'ai commencé aujourd'hui. Et tout le monde m'a dit: t'as commencé un 31 décembre. Ouais, va t'en comprendre. Voilà, j'avais pas compris. Moi, je me suis chargé de son intégration le 31 décembre. Vous imaginez un petit peu le truc. Voilà, donc le souvenir. C'est vrai, c'est ça. 31 décembre. Et donc, tu commences à bosser chez Ikea. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, quand je te vois arriver, je me dis: oh, la dégaine. Vraiment. 2003, j'avais 20 ans. C'est possible. C'est ça. J'ai du mal à calculer, mais je sais pas pourquoi. C'est assez simple en plus à calculer. Donc j'ai 20 ans, je suis encore. Un pantalon de rebelle, quoi. Quand il arrive. Voilà, ouais. Et quand je dois lui donner la tenue pour mettre. Parce que à l'époque, c'était pas encore les pantalons, t'avais que le haut. C'est vrai. Quand j'ai donné la tenue, je me suis dit, avec le pantalon, ça va pas le faire, mais voilà. Il y a quand même mis. Mais j'étais caché, caché des clients, je vous rassure. Ouais, voilà. Après, une fois, à partir du moment où je suis passé vers la clientèle, j'ai remonté c'est clair, mon froc. clair. Voilà. Donc on va passer rapidement sur ce que tu as fait. Tu étais, on va le dire, à ce qu'on appelait la bonne trouvaille. C'est ça, recovery, ouais. Donc recovery pendant je sais pas combien de temps, je dirais 2 ans. Et puis après, je suis passé en vente au rayon cuisine pendant 1 an et demi, un truc comme ça, à l'homme, je pense, ça devait être à peu près ça. Et Hénin Beaumont s'est ouvert et j'ai postulé en tant que manager, j'ai été recalé. Les enfoirés. Faut donner le nom de la personne qui s'est recalée. Bah, je sais plus. C'est pas grave, je n'en veux pas. Et du coup, mais j'ai continué à bosser avec Sidi. Parce que j'étais là-bas. J'étais en formation à la Valentine. Ça, c'est un truc, il faut que je vous l'explique. La Valentine, c'est Marseille. Vous imaginez que toutes les semaines, je prenais l'avion, aller-retour, pour aller me faire former à la Valentine à vendre des canapés. Je pense qu'il y avait plus proche. Moi, ça m'allait bien. Personnellement, c'était pas mal. Donc voilà. Et un jour, on m'appelle: Kevin, on t'a pris un billet d'avion. Tu peux revenir aujourd'hui, on doit te parler. Bon, j'ai pris l'avion, je suis rentré. Bon, on me propose le poste du rayon luminaire. Donc en fait, j'ai fait pendant 1 mois de formation à la Valentine sur le canapé. Et j'ai jamais vendu un canapé. Peut-être 1 ou 2 pour dépanner, voilà, mais voilà. Donc, et derrière, donc en fait, avant l'ouverture, il manquait de manager et Kéké avait postulé. Et du coup, j'ai été rappelé en tant que tel. Et puis après, j'ai fait luminaire. Enfin, ouais. Luminaire. Tout le bas avec Christophe. Donc luminaire, au départ, on avait un responsable par rayon, donc tout allait bien. Et le temps de se former, c'était bien. Et puis après, on a géré le bas avec Christophe. Enfin, le bas, c'est tout des petites poupouilles. Voilà, le satellite, on appelle ça aussi, il me semble. Et ensuite, je vous informe que je veux me casser. Ça, c'est la belle histoire aussi. Je vous informe que je veux me casser. Mon directeur de l'époque, Fabrice, enfin notre directeur de l'époque, Fabrice, me voit en entretien. Il me fait: Kevin, non, tu veux pas prendre le rayon cuisine? Et il savait très bien que s'il me proposait, enfin je pense, je sais pas, peut-être pas, mais s'il me proposait le rayon cuisine, j'allais pas dire non. Connaissant comme il est bon, je pense qu'il savait. Donc voilà, et du coup, je lui ai fait: je te laisse 1 an. Lui, il s'est barré entre-temps. C'est vrai. Il s'est barré entre-temps, Fabrice. Et puis voilà, après, je suis resté 2 ans finalement. 2 ans. Avant mes 30 ans, je suis parti. Dis-nous où tu es parti. Et voilà, avant mes 30 ans, je suis parti. Envie de quitter Ikea, oui, peut-être. Il faut être assez honnête. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que j'avais fait pas le tour, loin de là, parce que je pense qu'il y avait encore plein de choses à voir. Mais c'est plus ce que j'avais envie de faire, déjà, de 1. Mais t'étais pas aigri, faut le dire aussi. Non, vraiment pas. Non, pour le coup, non. Là, c'était vraiment c'était la fin d'un cycle pour moi, plus ça. Donc en fait, ça s'est très bien passé, la fin. Et en fait, du coup, après ça, je suis parti voyager pendant 8 mois. J'ai pas fait le tour du monde, j'ai fait que l'Australie, ce qui est déjà pas mal pour 8 mois. Donc voilà, je suis rentré en France et pour finir mon parcours professionnel, parce qu'il s'est pas arrêté là, pas quand j'avais 31 ans, parce que j'en ai quand même 38, ça serait dommage. Ensuite, donc je suis revenu et Flo, mon pote, nota bene,
parce que vous n'allez pas faire la liaison. Flo, c'est mon associé sur les 3 restaurants que j'ai, pardon. Mais on va en finir après, vous allez comprendre avec les noms de toute façon. Donc il me sort le lendemain du carnaval ou le surlendemain du carnaval de Bailleul. C'est une tradition, hein. Je précise pour ceux qui écoutent de plus loin, dans le Nord, il y a des carnavals un petit peu partout, Dunkerque surtout, mais Bailleul aussi. Bailleul, mais il y en a aussi dans le sud, hein, Nice, Menton. Effectivement. Je sais pas si à Menton il y en a. Mais c'est pas les mêmes en fait. Il n'y a pas le même style. C'est plus franchouillard dans le Nord. Ouais, non, c'est pas le même style, mais bon. Et donc, surlendemain d'un carnaval, il me fait Kevin, on va visiter un local, viens avec moi. Je vais visiter un local, viens avec moi. Donc, on rentre dans ce truc. Je dis, c'est un hangar, c'est cool. Eh ben, tu vas faire quoi là? Bah, je vais faire un restaurant. Ah ouais. Ok, bah, t'as du courage. C'est cool. Ouais, et c'est toi qui vas le gérer. Je rigole à son nez, je fais non, Florent, je travaillerai pas avec toi. Pourquoi? Parce que je bossais aussi le dimanche de temps en temps, en extra au Vermont. Enfin, tous les dimanches, du coup, au Vermont. Donc, en fait, je savais comment bosser Flo, je savais sa façon d'être au travail. Et c'est un pote, et je voulais pas. L'idée n'était pas de perdre un pote. Et du coup, on sort de là, il me fait si, Kev, on va le faire à 2. Enfin, voilà. Non, moi, je m'associe pas avec toi. Enfin, on est potes, c'est tout, quoi. C'est comme ça. Et autant garder cette liaison, cette relation qu'on a. Donc, on le fait pas. On a fini au restaurant. Et à la fin du restaurant, on a tapé dans la main. Voilà. Moi, je ne dirais pas pourquoi, voilà, c'est tout. 2 heures après, on était associés. Petite faiblesse de Grande caractère. Faiblesse. Non, pas de caractère. Ouais, si, certainement, c'est un trait de mon caractère. Ouais. J'aime bien boire un coup, si, de temps en temps. Voilà, donc voilà. On va peut-être revenir juste en arrière, parce que les gens, moi je connais l'histoire, mais les gens ne connaissent pas. Qui est Flo et quand est-ce que tu l'as rencontré? Ah, vous voulez vraiment tout savoir? Flo, c'est mon ex-beau-frère. C'est vrai. Je m'attendais pas à celle-là. Voilà, peu de personnes connaissent la vraie histoire. Non, mais en plus, elle est. Bon, si on n'hésite pas à la dire. En fait, quand j'étais à la fac, donc ça remonte à mes 18 ans du coup, j'étais avec une demoiselle et cette demoiselle avait une sœur et Flo était avec la sœur de cette demoiselle. Enfin voilà, donc okay. On était avec 2 sœurs pour dire de plus faire plus. Donc c'était mon beau-frère. Donc c'est mon ex-beau-frère. C'est vrai, fondamentalement. Ouais. Je mens pas. Enfin voilà. Mais tu l'as connu avant ça? Non, vraiment, c'est un repas de famille où j'arrive. Alors, ma gonzesse de l'époque. Bonjour, je vous présente Kevin. Salut, bonjour. Alors, on n'est jamais. Je vais faire mon frière, mais on n'est pas si fier que ça la première fois qu'on rencontre ses beaux-parents, c'est vrai. Donc j'étais pas comme ça. Mais bon, j'arrive à table, je m'assois à côté d'un certain Florent. Et ce mec dit à sa gonzesse, au retour de la soirée, il fait: c'est qui ce gros connard? Et c'était de moi dont il parlait, bien sûr. Et voilà. Et depuis, on est potes. Hein, voilà. Voilà. Et donc, on s'est séparés de chacun de nos copines ou femmes, ça dépend. Et on s'est pas quittés. On a continué à se voir, même s'il y a eu des débats comme dans toutes les amitiés. Et voilà. Donc, Flo, c'est l'un de mes meilleurs potes. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce qui fait que il t'a proposé de monter un resto, c'est qu'il venait de faire une émission. Ouais, en 2013, quand je me casse en Australie, il m'annonce, pas la veille, mais un mois avant, qu'il participe à Top Chef. Donc moi, super content pour lui. Enfin voilà, ne sachant pas non plus ce qui allait s'y passer. Enfin, je connaissais pas l'émission, je regarde très peu la télé, donc c'est assez compliqué. Et je pense que c'était la deuxième émission, deuxième ou troisième émission. Donc voilà, puis en fait, des émissions de cuisine, c'est pas vraiment le truc que je regarde non plus. Donc je souhaite bonne chance, je me casse, et puis on s'appelle peut-être une fois toutes les 2 semaines pour un peu suivre ce qu'il fait. Et il s'avère qu'il finit 2e de cette émission, donc voilà. Donc c'est pas mal, mais il a pas fini 1er. Quand même, il faut le souligner. Mais c'est pas tant le résultat qui compte, c'est surtout la façon dont il a mené l'émission, et surtout qu'il a pas changé, en fait. C'est ça surtout le truc qui m'a un peu marqué, parce que je connais quand même assez bien Flo. Je vais pas dire que je suis la personne qui le connaît plus, parce que ça serait faux, ça serait totalement faux, mais je connais assez bien Flo. Il a pas changé, en fait. Ce qu'il a dit, enfin ce qu'il a montré dans l'émission, c'était vraiment ce qu'il était de lui-même, enfin ce qu'il était, en fait. Donc ça qui est chouette à voir. Et voilà, donc après derrière, donc c'était, je pense que la première émission se diffuse le 7 février, parce que c'est le jour où je reviens en France. Donc 7 février, je sais pas l'année, fin 2013.
Et du coup, de là, je sais pas combien de temps ça a duré. Cette émission, ça a duré peut-être 4 mois. Ça se termine, il finit deuxième et on cherche un local. Et en mars 2013, on était déjà sur le local donc, du Bloompot, rue des Bouchers. Et c'est un hangar. Et pendant donc mars, le temps de faire le bail, etc., on a commencé les travaux, je dirais, mai. Et jusque décembre, après, c'est en travaux. Enfin, faut imaginer, c'est comme si on refaisait une maison, hein, mais on fait un restaurant à l'intérieur. Donc, c'est peut-être plus simple quand même. Bien qu'il y a des choses plus techniques. Il y a des choses techniques normées, etc., mais c'est un cube. Donc, après, c'est une pièce vide et puis basta. C'est un peu plus simple, mine de rien. Mais voilà, on ouvre le 4 décembre 2013 et l'aventure est lancée au grand public, etc. quoi. Et ma question justement, et c'était pour ça qu'on parlait de Florent, parce que pour moi, c'est hyper important de parler de toi vis-à-vis de Florent, parce que celui qui est le restaurateur, le cuistot, celui qui a pris la notoriété, parce qu'on peut le dire, il n'a pas gagné Top Chef, mais c'est celui c'est vrai. C'est celui dont on se souvient aujourd'hui tous. C'est ce qui a fait aussi qu'il a pu lancer son resto sur l'île, peut-être ou pas, mais toujours est-il que toi, tu t'associes à lui. Et donc, comment justement on prend ces marques avec quelqu'un qui a autant la lumière sur lui, même s'il la cherche pas forcément. En fait, c'est une association qui est totalement logique. Elle est hyper simple. Il y a même, je pense, pas plus simple en fait. C'est grosso modo, en effet, Flo est restaurateur. Il avait déjà l'auberge du Vermont. Donc il sait faire, sauf qu'en fait, il sait pas tout faire. Parce que voilà, il faut travailler. En France, généralement, on travaille sur nos défauts, sur les choses qu'on ne sait pas faire, plutôt que d'améliorer les choses qu'on sait faire et les faire encore mieux. Et voilà. Donc en fait, nous, on a pris cette option-là, c'est que fais pas ce que tu sais pas faire, ça sert à rien. Je vais faire ce que tu ne sais pas faire. Et donc justement, c'est quoi? Et donc le binôme fonctionnait assez bien. Grosso modo, Flo, on va essayer de synthétiser un peu plus. Flo s'occupe de toute la partie cuisine, vraiment toute la partie cuisine. Donc ça va être vraiment la gestion des chefs avec les stocks, parce que forcément dans 2 restaurants il peut pas se dupliquer. Donc il y a forcément un chef dans chaque resto. Donc la gestion des commandes, la gestion des menus, la gestion du recrutement aussi en cuisine, enfin voilà, vraiment tout ce qui est cuisine. Et moi je m'occupe du reste. Donc le reste, ça peut paraître rien du tout, c'est la gestion humaine au global. Au départ, maintenant ça a un peu évolué. Au tout départ, je faisais les facturations, le RH, le service, parce que j'étais serveur aussi, les ressources, tout le reste, donc l'entretien, les commandes, logistique ou autre d'un restaurant. C'est ça. Quand il y a un problème avec les travaux ou autre, la gestion des réservations, la gestion des voilà. Et justement, quand on ouvre ce restaurant comme ça, en plein cœur du Vieux-Lille, pour ceux qui ne situent pas, c'est l'endroit quand même où il y a beaucoup de restaurants et autres, et la notoriété de Florent aide aussi à faire venir du monde. C'est un succès dès le début. C'est un succès dès le début, ouais. C'est même assez impressionnant. Vraiment, c'était hyper excitant. Vraiment. Il faut imaginer que donc on n'ouvre pas un restaurant comme ça. Surtout quand on n'a jamais tenu un restaurant à 2. Quand on s'est jamais, on a bossé ensemble, mais on n'a jamais eu notre restaurant ensemble. Et ça fait une très grosse différence. Parce que avant on joue pas avec notre argent, là maintenant on joue avec notre argent en fait. Et mine de rien, c'est pas la même chose. Voilà, c'est plus du tout la même chose. Donc c'était assez excitant. Il faut imaginer, donc on fait des services blancs pour dire de faire des tests avec notre famille, avec des amis, avec les fournisseurs. Enfin voilà, vraiment pour faire tourner la cuisine, voir s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, s'il y a quoi que ce soit. Et on fait ça. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y a des clients devant, mais je veux vraiment venir manger. Non, en fait, c'est des services blancs, donc en fait, on fera pas à manger, etc., etc. Enfin voilà, donc c'est juste cette anecdote-là, mais en fait, ça a été ça dès le départ. Donc même pendant les services blancs, il y avait déjà de la demande. Et après, par contre, c'était assez impressionnant. Faut imaginer le Bloompot, c'est une porte cochère. On a une allée de 30 mètres, donc on est vraiment pas visible de la rue en fait. C'est le restaurant, je vais pas dire le moins visible de l'île, mais l'un des restaurants le moins visible de l'île.
Et on arrive dès le premier service à faire complet, dès le deuxième service à faire complet, et ça, c'est récurrent, c'est parti. C'était même super frustrant. Au départ, on n'ouvrait qu'une demi-porte bleue, en fait, parce qu'on avait trop de monde, en fait. Donc, en fait, on n'avait pas d'enseigne, il n'y avait pas de numéro, et on était complet, et on n'avait pas la demi-porte bleue ouverte. À un moment donné, je me suis dit, on va quand même s'ouvrir au monde, 6 mois après. On va ouvrir la deuxième porte bleue. Mais c'est vrai, c'est véridique. On va s'ouvrir au monde, on va ouvrir la deuxième porte bleue, mais toujours sans enseigne, sans numéro. Et les gens nous cherchaient, le 22, mais il y avait le numéro 20 qui était juste à côté, donc c'est soit à gauche, soit à droite, en fait. Pour moi, je suis bête, mais voilà. Donc, quelques mois plus tard, je me suis dit, on va quand même mettre une enseigne, et c'est l'enseigne qui, par contre, ça, j'en suis à peu près sûr, c'est l'enseigne qui a coûté le plus cher pour tous les restaurants de Lille. C'était un papier A4, plastifié, avec notre nom dessus. C'est pas qu'on se moque du monde, vraiment c'est pas ça, c'est juste que en fait c'est pas que c'est pas important, c'est super important d'avoir son enseigne. Maintenant on en a une belle, mais je sais pas, c'est parce qu'on s'est dit il nous faut une enseigne, il faut faire vite, on était dans le jus, on va imprimer un papier, on va le plastifier, voilà. Mais ça a dû se faire comme ça, hein, je me souviens plus, mais sinon on aurait travaillé le truc vraiment un peu plus chiadé. Puis peut-être que ça reflète quelque chose de simplicité. Voilà. Prenez pas la tête. Voilà. Après, on a remis un numéro. On s'est dit, on va quand même mettre le numéro 22. Et puis, voilà, petit à petit, on a quand même. Maintenant, on a une enseigne en dur qui reste là tout le temps. On n'a pas de numéro, on l'a enlevé parce qu'on est un peu têtu. Et donc, ce qui avait fait que tu avais dit non au début pour t'associer, quelques années après, quand vous êtes encore avec un seul resto sur l'île pour l'instant, est-ce que tu es toujours dans le truc de te dire, faut que je fasse attention ? Ou non. Tu dis c'est bon maintenant non. Trouvé... Alors il y a non la complice. Alors puisque 2019 c'était c'est resté comme ça, enfin peut-être un peu avant 2019. C'est resté on avait toujours ce côté très amical en fait. On a toujours ce côté amical. Je dis pas qu'on l'a pas, mais on l'a moins. Mais c'est logique. Toujours amical, toujours. Enfin, il faut imaginer nos samedis. Nous c'était le lundi. Donc en fait on se voyait le lundi et on faisait un samedi. On était toujours assez festifs comme ça. Il n'y a jamais eu de souci. On a toujours fait ça. Donc, en fait, ce qui me faisait peur de perdre un pote n'a pas, pour répondre précisément à la question, n'a même pas, même aujourd'hui, hein, n'a pas de. Enfin, non, il n'y a rien. On est toujours potes, on est toujours bien et il n'y a pas de souci. On se voit moins, mais je pense que c'est pas tant. Je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle, hein, on se voit moins en tant que pote. On se voit plus en tant que pro, forcément, en tant qu'associé. Ce qui est logique. Mais est-ce que c'est notre association, notre évolution qui a fait ça, je sais pas, ou est-ce que c'est l'évolution de la vie tout simplement qui a fait ça, ou derrière on a des gamins, on a plein, enfin la vie change et forcément on a peut-être moins de temps à se consacrer l'un à l'autre lorsqu'on est au taf, ou peut-être qu'on taffe trop et du coup on consacre le peu de temps qu'on a à notre famille, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Ok. Et est-ce que ça te manque justement cette relation plus amicale, ou pour l'instant c'est un bon équilibre? Non, c'est un équilibre, dans tous les cas on se voit toujours. En fait, donc on se voit toujours là. Pour la petite histoire, je suis arrivé, vous étiez à deux, en train de bosser. C'est ça. Donc on a déjeuné là au Beerbuck en bossant. On avait des points à voir. On n'a même pas encore tout vu, mais on continuera ça après. Mais voilà, on sait que jusque 18h, on va être ensemble et il faut être efficace en fait. Voilà, parce qu'après, c'est vrai que maintenant, donc, pour partir un peu sur après le Bloompod, donc il y a 2 ans, donc en 2019, on a ouvert le Beerbuck, et je fais assez gros, assez rapide, juste pour que vous compreniez pourquoi aussi on se voit moins maintenant. Donc lui, il a toujours le Vermont avec son père. Donc ça, c'est une auberge dans les Flandres, voilà, pour ceux qui suivent pas. À Boscape. Ensuite, donc, il y a eu l'ouverture du Bloompod il y a 8 ans à peu près. Qui veut dire, pour ceux qui savent Pot de fleurs, Pot de fleurs, voilà, tout à fait. Bloompod, Pot de fleurs. Alors, juste pour que vous sachiez pourquoi Pot de fleurs, parce qu'un restaurant qui s'appelle Pot de fleurs, je pense qu'il y en a peu. Voilà. Un pot de fleurs, c'est un pot de fleurs, hein, c'est aussi bête que ça, mais quand on tape sur un pot en terre cuite vide, ça sonne creux. Et quand on se battait, on se mettait des nions comme ça sur la tête. Et du coup, ça sonnait creux. Donc, on était des Bloompod, puisque ça sonnait creux comme un pot de fleurs en terre cuite. Voilà. Donc c'est un doudingue, en fait, c'est un petit peu un doudingue, on va dire. Donc voilà, Bloompod, il y a 8 ans, enfin 8 ans en décembre, on n'est plus si loin. Et il y a 2 ans et demi, le Beerbuck arrive. Donc ça, c'est le 3e restaurant de Florent. Dans le Beerbuck, il y a 2 restaurants, parce qu'il y a la partie bar-snack, tout en bas. Donc on brasse notre bière, on fait des snacks, on vend de la bière, des copains aussi. Et on a un restaurant à l'étage, donc le Bloemeke qui veut dire petite fleur, parce que la petite fleur est sortie du pot de
petites fleurs, du bloom pot. Et t'as pas traduit ce que voulait dire beerbuck. Beerbuck, oui, pardon, c'est ventre à bière, forcément. Beerbuck. Ventre à bière parce que c'est les frites, c'est le maroilles, c'est la bière surtout. Ventre à bière en même temps. Sinon, ça s'appellerait pas un ventre à bière. Non, mais parce qu'on voit très bien ce qu'est un ventre à bière. Oui, il n'y a pas besoin de... Et du coup, à l'étage, Bloemeke. Bloemeke, c'est la formule à 25 € qui était quotidiennement le midi au Bloompot. Et du coup, on l'a mise là-haut, midi et soir, sur 4 services, du mercredi au dimanche. Voilà. Donc c'est vraiment cette petite fleur qui sort du Bloompot. Du coup, c'est pour ça que vraiment on voulait Bloemeke. Et ensuite, donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et il y a 3 mois, on a la chance dans notre métier, c'est de rencontrer des clients qui peuvent devenir copains, parce que ça c'est assez bien. Mais aussi des clientes aussi, et des brasseurs, enfin des gens du métier, des gens professionnels. Et c'est des fois ça peut pas matcher, et puis c'est tout, comme c'est humain. Et des fois ça matche très bien. Et avec un stocké, du coup, quand on a commencé à brasser il y a 2 ans et demi, il faut imaginer qu'on achète une brasserie, on sait pas brasser. Voilà. Je vous dis pas l'investissement d'une brasserie, mais c'est pas 10 balles. Et donc un stocké, enfin Olivier surtout, Olivier Dutoit nous a bien aidé sur le montage, sur tout ça en fait. Donc voilà, et le premier brassin, Olivier, tu peux venir s'il te plaît, on va commencer à brasser. Ah bien, j'arrive, pas de problème. Donc il arrive. C'était pas le matin pour l'après-midi, mais c'était la semaine avant. Donc il vient, il nous apprend, enfin il déjà l'outil, et tout ça. Voilà. On fait 4 brassins ensemble, et au 5e, il me fait Kevin, tu vas brasser. Ok, d'accord. Ouais, on y va. Bon c'est parti. Alors, il fait, t'inquiète pas, je serai là quand même à 10h, je commence à 7h, à mon avis, tu seras infiltration. Enfin, ouais, ça va aller, enfin, ouais. De toute façon, j'ai des notes, hein, tout va bien. Donc, je prends mes notes, etc., etc. Et donc, à 10h, je l'appelle, je fais, Olivier, vraiment, il faut que tu viennes. Je sais pas où t'es, je suis occupé de me garer, ça tombe nickel. Parce que alors là, j'ai dû faire une merde, enfin, voilà, petite merde, on devait faire 2 bras, enfin voilà, on va passer le truc, voilà. Mais dans tous les cas, Olivier a été une belle rencontre, et c'est important de le souligner. Et du coup, il y a 3 mois, ils viennent nous voir. Ils nous disent écoutez, les gars, ils ont un estaminet à leur brasserie de Blaringhem. Et problème de gestion. Enfin, voilà, comme nous, on n'est pas brasseur, il faut qu'on apprenne. Eux, il n'y a pas eu de formation. Et tu ne peux pas devenir de brasseur à restaurateur. Même si les métiers sont vraiment c'est la même base, mais c'est pas la même chose. Et du coup, ils nous demandent, ils font écoutez les gars, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Puis on fait écoutez, c'est simple, vous nous foutez un loyer, on arrive et puis on prend l'estaminet. Donc ça, c'est le dernier de la lignée à peu près l'Aden, on va dire. Et donc voilà pourquoi si on se voit moins, pour dire de restituer le début de ma phrase, parce que je vous ai certainement perdu depuis. Je pense qu'ils écoutent encore, ils sont passionnés. Et du coup, voilà, donc avec 4 restaurants, avec 60 personnes derrière nous, on a forcément moins le temps de se voir. Forcément. Même si, enfin voilà, on a moins le temps de se voir, mais le temps qu'on se voit, quand on se voit, on est bien content d'être là ensemble. Ouais. Alors, je te poserai pas la question que je pose classiquement des réussites, parce que rien que d'avoir ouvert un resto, puis un deuxième, et là maintenant un troisième, ensemble, puisqu'il y a l'auberge en plus, c'est quoi les difficultés justement d'entreprendre avec un ami? À quoi vous faites attention tous les deux? À rien. On fait attention, enfin juste attention à essayer de bien faire notre métier, et ça sera déjà pas mal, je pense. De bien faire notre métier, de bien encadrer nos équipes, de faire en sorte que nos équipes soient bien, de faire en sorte d'améliorer, ou de peut-être pas d'améliorer, mais de les entendre, d'améliorer leurs conditions de travail, d'écouter ce qui ne va pas, d'écouter ce qui va, parce qu'il n'y a pas que des choses qui ne vont pas, hein. On est en France, mais il faut aussi rester positif. Et ça sera déjà beaucoup en fait, parce que l'humain, mine de rien, prend de plus en plus une part considérable dans notre temps de travail. Alors dans le mien plus que dans celui de Florent, même si Florent est des fois plus humain que moi. Mais c'est forcément ça, c'est déjà notre base. Et puis après, on écoute, on surveille aussi ce qu'ils disent, parce qu'on n'est pas tout le temps dans nos restaurants. Donc en fait, il faut vérifier, il faut répéter. Il faut, non pas qu'ils ne savent pas le faire, mais des fois il y a des oublis. Enfin voilà, on est tous des humains, et eux les premiers, hein, comme nous.
Comme nous, ils doivent nous répéter des choses aussi. Hein. Est-ce que tu as commandé ça? Enfin, voilà, c'est exactement pareil. Hein. Et du coup, leur répéter, leur redire, ou peut-être leur modifier un peu le discours client, parce que la finalité, elle est en effet que nos collaborateurs soient bien, parce que ça, c'est déjà très bien. Si on a des entreprises où nos collaborateurs se sentent bien, ont envie de rester, il y a un gros c'est déjà un gros challenge à réussir. Et après, il y a la deuxième partie de notre métier qui est de faire en sorte que nos clients soient heureux. Et la seule chose que moi je demande toujours à tous mes collaborateurs, c'est que nos clients sortent plus heureux que quand ils sont rentrés. En fait, c'est aussi bête que ça. Notre métier est juste là, en fait. Juste donner du bonheur aux gens. Et c'est pas facile tous les jours. Parce que, encore une fois, ce sont des humains. On peut avoir des mauvaises nouvelles personnelles, n'importe quoi, voilà, qui peuvent entacher une journée, qui peuvent, voilà, mais ça, c'est le commun des mortels en fait. Donc en fait, il faut savoir passer outre ça et se dire, boum, on va se mettre dans un personnage et jouer ce rôle pendant le service. Et alors, même si tu as baigné dans la restauration depuis tout petit, puisque tu avais tes parents dedans. Ça fait 25 ans. Ouais, ça se fête. Et même si tu as baigné dedans, ta carrière professionnelle, tu l'avais faite dans la grande distrib. Ouais. C'est quoi les découvertes que tu as faites de ce monde de la restauration dont tu n'avais pas forcément à 100% conscience? Tu en avais peut-être de l'extérieur, mais là, tu es devenu patron, il fallait entreprendre. C'est quoi ces découvertes? Alors ces découvertes, je pense qu'elles ne sont pas forcément liées à la restauration, parce qu'en fait, ça reste une entreprise. En fait, qu'on soit restaurateur, qu'on soit dans la grande distrib, qu'on soit taxi driver, je sais pas quoi, enfin conducteur de taxi, voilà, c'est toujours le même truc, c'est faire en sorte de faire arriver le client chez toi. Donc en fait, un mec qui conduit un taxi, il va se mettre au bon endroit plutôt que, je vais dire une connerie, et il va pas aller à Porte, je sais pas où dans l'île, Oui. il va plutôt aller à la gare. Enfin voilà, donc il y a une logique, enfin voilà, il faut essayer d'être déjà de trouver le bon endroit, de trouver un bon endroit, de faire en sorte qu'il soit accueillant. Ça c'est les problématiques qu'on s'est posées, parce que faire en sorte qu'il soit accueillant, savoir, contrairement avant où moi il faut imaginer, de 13 à 20 ans, je bosse chez mes parents, mais c'est pas, voilà, c'est plus du délire qu'autre chose. Encore une fois, on joue pas avec nos sous, on joue avec les sous de mes parents. C'est beaucoup moins grave, mais voilà, c'est de faire des bons rapports qualité-prix aussi sur la bouffe, mais aussi de pas dépenser trop, donc tout ce ratio là, il est important. On a là en tête, voilà, d'acheter du bon matériel, mais pas du trop bon, mais juste du bon, pour dire pas qu'il casse dans 1 an ou dans 6 mois, mais s'il peut casser dans 3 ans, ça serait pas mal. Ton expérience de l'entreprise, elle est venue apporter ce truc-là dans l'association, entre guillemets? Ouais, après, l'expérience de la grande distrib m'a vraiment appris à coacher les équipes, parce que mine de rien, j'ai pas fait d'études là-dedans, mais je sais pas, j'ai quitté Ikea il y a longtemps. À l'époque où j'y étais, je vais parler comme ça, parce que je ne sais pas comment c'est maintenant, je n'y suis plus. C'était, ils prenaient le temps de nous former, de faire en sorte qu'on fasse les choses bien et de nous cadrer, etc., etc. Alors, j'ai appris pas mal de choses là-dessus. J'en ai oublié aussi pas mal. C'est logique, mais on garde que le meilleur, je dirais. Mais voilà. Et ça m'a appris aussi à bien manager les chiffres, à utiliser Excel. C'est un truc de con, mais si tu maîtrises Excel, t'es déjà pas mal. Et franchement, vous pouvez tous rigoler là, de France ou de Navarre, Excel et tout. Ouais, vas-y. Maîtrise Excel. Enfin voilà, mais si tu arrives à ça t'apprend les outils, ça t'apprend les bases, et puis après ces bases, en fait, tu les retranscris à ton échelle, dans ton entreprise, et forcément tu mets ton pouce dans ta main, parce que il y a des choses qui ne vont pas servir, il y a des choses qui vont servir. Et j'avais une question, et je connais moi un peu la réponse, mais je pense que c'est important aussi pour les auditeurs. Dans une association où il y en a un qui est énormément dans la lumière, comme on en a parlé tout à l'heure, et qui canalise beaucoup de vues, entre guillemets, les gens parlent de Florent. Comment on fait pour exister, ou en tout cas, comment on le vit? On n'existe pas.
en fait. Non, mais il faut pas vouloir exister. Ça sert à rien, en fait. Mais c'est pas que je renonce à ça, mais c'est que je m'en fous, en fait. J'en ai rien à péter d'être devant les vidéos et voilà, c'est pas mon métier, quoi. Le métier de Flo, en effet, il est restaurateur et il est à la télé, etc., etc. Je vais pas dire qu'il aime ça, parce qu'il y a que lui qui pourrait répondre à cette question. Mais dans tous les cas, il le fait bien. Et en fait, ça sert à rien qu'on soit deux, en fait. Il y en a un, déjà. Donc le mec derrière, derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme, vous savez, monsieur. Voilà, donc je dis pas que je suis la grande femme de Florent. Non, mais c'est vraiment, enfin c'est ça, c'est qu'en fait il y a toujours des gens qui travaillent dans l'ombre, qui gravitent autour de personnes, et puis et c'est très bien si on les remarque pas, en fait. Moi ça me va très bien. Je connaissais un peu la réponse, mais voilà, c'était important pour que les gens comprennent. C'est quoi les perspectives pour vous ? Là, tu viens de nous parler d'un estaminet que vous reprenez. Dans quel coin ? Enfin, si tu peux en parler après. On l'a repris il y a 3 mois, donc à Blaringhem. Donc en fait, il y avait un estaminet là-dedans, dans cet endroit. On a un restaurant de 80 places là-bas. Et voilà. Ok. Et donc ça, c'est celui que vous avez racheté. On n'a pas, où on paye, c'est une location gérance. Ils sont chez eux, mais on est chez nous. Voilà, c'est pour dire de faire plus simple. Voilà, c'est la 4e aventure entre guillemets. C'est la 4e, la 3e ensemble. Voilà, la 4e aventure. Donc là, on a mis aussi la formule à 25 €, entrée plat dessert. Là-bas, midi et soir, donc du vendredi essentiellement, du vendredi au dimanche midi. Donc Blaringhem, c'est près de Sercu, donc en fait il y a ce côté-là aussi qui est assez important, c'est à 4 km de Sercu. Quand je vais là-bas, je sais que je vois mon clocher, quoi. Donc en fait maintenant je le vois 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Donc j'ai l'occasion d'aller voir plus souvent mes parents aussi, parce que j'avoue, je l'ai pas dit à Florent encore, mais je passe assez souvent voir mes parents quand je suis à Blaringhem. Pas longtemps, 1-2 heures, mais c'est pas vrai, pas 2 heures. Mais voilà. Et les autres, est-ce qu'il y a d'autres projets ? Parce que je vois passer des choses sur les réseaux sociaux, mais effectivement... Qui ça ? Plein de gens, je pense que les gens utilisent un peu aussi votre nom, donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que vous pouvez pas en parler. Donc oui, le projet, on a deux futures ouvertures. Donc c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, où c'est assez marrant, mais oui, on a vu ça aussi. Béthune qui arrivera début d'année prochaine sur la Grand Place. Pareil, un Birbag Bloemeke. Donc c'est le même principe qu'à Lille. Toujours, après voilà, mais ouais, je vais vous expliquer ça après. Ouais. Et on a ensuite Dunkerque, où on a l'ancienne criée de Dunkerque qui est chez nous maintenant, et où on va faire un Birbag Bloemeke aussi. C'est pas, ça paraît un peu dingue, mais au moins la période du confinement nous a permis de travailler là-dessus. Voilà. Non seulement pendant le confinement, vous avez certainement suivi, mais je vais quand même vous le dire, on était les premiers en France et en Navarre à soutenir nos maraîchers. Juste pour l'anecdote, je sais plus quelle date on ferme sur le premier confinement, parce que c'est pas une belle période. 16-17 mars, quelque chose comme ça. Le tout premier. Ouais, le tout premier. C'était mars. Oui, c'était mars, de 2020. Ouais. C'est ça. Du coup, on apprend ça le samedi à 20h, donc à minuit, on doit fermer les restaurants. Je vais pas vous dire que c'est triste. C'est comme ça, c'est la vie et c'est une obligation de toute façon, donc on a juste à le faire. Mais le soir, donc à 23h, on s'appelle Florent, moi et Clément. On a un 3e associé sur les Birbugs qui est le cousin de Flo, qui est aussi le chef du Vermont. Mine de rien, voilà, comme ça. Au passage. Voilà. Et du coup, on s'appelle à 3 et puis là, on fait OK. Les restaurants belges avaient fermé il y a quelques semaines avant. On pense tout de suite à Driss, à tous nos maraîchers, parce qu'en fait, on travaille qu'avec des produits locaux. On travaille vraiment sur une économie hyper circulaire où on essaye vraiment de donner notre argent à des gens qui peuvent venir manger chez nous. Ça paraît bête, mais au moins l'argent reste chez nous, entre guillemets. Ou alors ils manger chez des copains, qui restent dans le Nord en fait. C'est pas quoi en faire, mais c'est vraiment, moi j'appelle ça une économie circulaire. Elle est vraiment bonne cette chose-là. Au-delà du concept écologique, parce qu'on est vraiment plus loin, l'écologie, acheter des tomates en plein mois de décembre, les gars, il faut arrêter. Ça, c'est vraiment le truc, c'est pas possible. Parce que c'est soit elles sont élevées en France, c'est faisable, je suis certain, je sais pas, je m'en fous, j'en bouffe en décembre. Mais elles sont élevées sous serre, éclairées et chauffées, donc en fait, c'est pas très écologique. C'est qu'un exemple. Il y en a plein, tout plein. Voilà, donc je reviens à nos moutons. Donc en fait, on pense à tous nos producteurs, et là on fait, en fait, les mecs qui bossent essentiellement avec des restaurateurs, ils vont faire quoi ?
parce qu'on sait la date de fermeture, on sait pas la date de réouverture. Là, on fait, c'est simple. On va commander des paniers à Driss. De toute façon, ces légumes, ils poussent, ils sont encore là. Donc, il devait nous les livrer. Il va transformer les cagettes qu'il devait nous livrer en un panier. Et puis, basta. Donc, le mardi, on commence ça directement. On brasse le matin. Et à 13h, on fait la vente. On a 80 ou 100 paniers, je sais plus. On se dit, c'est bon, on est large. 20 minutes. 20 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Donc là, on se regarde avec Flo, on fait putain, merde, c'est quoi ce truc ? On tient peut-être quelque chose quand même. Et vous aviez, si je me trompe pas, communiqué pour dire justement venez parce qu'on soutient nos. Ouais, c'est ça, ouais. producteurs. Et en fait, voilà, donc vraiment dès le mardi, donc il faut imaginer 2 jours après, enfin voilà, le temps de tout faire les commandes, etc., etc. On a transformé notre restaurant en épicerie. Et je pense que la semaine d'après, c'était encore plus grand parce qu'il y avait encore plus après, les 2 premières semaines, on l'a fait tous les jours, pardon. Donc on recevait des paniers tous les jours, à chaque fois on était sold out, etc., etc. Et après on s'est dit, en fait, nous on va pas tenir le rythme, quoi. On va crever ici, et c'est pas le but du jeu. Et du coup, on faisait des ventes le mercredi au Beerbuck à Lille, le samedi à Lille aussi au Beerbuck. Et puis en fait, comme moi je me disais, mais c'est con parce qu'il y a le confinement et que j'habitais la Madeleine, je fais, on va aussi livrer des paniers à la Madeleine, et puis ça fera plus de ventes pour nos maraîchers. Et on vendait toujours tout. Et en fait, on a commencé, enfin les dernières semaines, on vendait 700 paniers de légumes. Voilà, pour nos maraîchers. Et dans cette truc-là, mais encore une fois, c'est pas pour avoir le coup plus gros qu'un autre ou se dire que nous on est les meilleurs, etc., etc. C'est pas ça. C'est juste qu'en fait, il y a des choses, on peut mettre des choses en place et il suffit juste de le vouloir. C'est surtout pour ça que je veux le dire. Donc cette phase-là, c'est simple. Vous dites c'est bon, ils soutiennent leurs maraîchers, c'est cool. Voilà, maraîchers, enfin nos producteurs de farine, Stéphanie, nos amis Olivier et Mathieu d'ailleurs de la brasserie à Stocké. Enfin, il y avait les asperges, des fraises. Enfin, il y avait vraiment. On était un marché à nous tout seuls en fait. On pouvait vendre n'importe quoi. Il y avait des pigeonneaux. Enfin, il y avait des trucs. Mais enfin voilà. Je me souviens. Enfin voilà. Et on pouvait même. On s'est dit on pourrait se dire on s'arrête là. Et en fait non, on s'arrête pas là parce que après derrière on faisait des. Grosso modo le panier était à 10 balles. Et on l'a passé à 11 euros assez vite, je pense même le lendemain de la première vente. Et on s'est dit, écoute, 11 euros, c'est pas 1 euro qui ira dans notre poche, c'est 1 euro qui ira pour un autre panier, mais du coup, tous les 5 paniers, ça fait 5 euros. Et du coup, tous les 5 paniers, nous rajoutent 5 balles, et on va donner un panier au CHR. Et cette truc-là, je pense que vraiment, c'est encore une fois, c'est pas pour avoir le coup plus gros qu'un autre, ou les chevilles je m'en fous de ça. C'est vraiment de se dire, quand tu as envie de faire quelque chose, si tu veux vraiment bien faire les choses, si tu veux aller jusqu'au bout de ton idée, si tu veux vraiment aller faire les choses comme tu le souhaites les faire, mais en fait c'est faisable. Il faut juste se donner les moyens. Et ça, c'est un exemple de réadaptation assez rapide, mais en fait le métier d'entrepreneur, pour faire vraiment la relation, il est toujours comme ça en fait, parce que quand tu me disais tout à l'heure de quoi t'as peur, etc., c'est la peur de ne pas savoir nous réadapter au moment voulu, à l'instant T, aux clients qu'on a en face à nous. Nous, on a sur un métier où on a des clients face à nous. Mais voilà, il faut savoir être agile, il faut savoir être habile, c'est plein de qualités. Et c'est pour ça que ça fait aussi de ça. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, c'est pas grave pour eux, qui ne le feront pas, c'est pas grave, s'ils n'ont pas envie. Et heureusement que tout le monde ne veut pas refaire ça, sinon ça serait un peu un bordel. Mais il y a des gens qui en ont envie, et il faut pas avoir peur, il faut foncer, quoi, c'est tout. Et si tu te plantes, qu'est-ce que t'en as à foutre ? C'est quand même pas ton argent, celui des banques. Bon, voilà. Je plaisante. Hein. Vous avez pas l'image, mais... Non, mais... je plaisante. Mais voilà, mais... Non, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est ce qu'il faut... Oui, de toute façon, si t'as... C'est José, le père de Florent, qui dit toujours ça encore une fois. Si t'as peur, t'es mort. Alors, c'est peut-être exagéré, mais grosso modo, c'est surtout de se dire, en fait, si t'as envie de le faire, mais que t'as peur, mais en fait, ouais, mais il faut y aller, parce qu'en fait, malheureusement, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Et une fois que t'as goûté à ça, j'aurais beaucoup de mal à redevenir... Alors, même à même grade, même en dessous de grade, c'est pas ça le question de grade, mais bosser pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible en fait, parce que j'ai ma liberté. J'allais te poser la question justement sur ce qui fait l'essence de l'entrepreneur maintenant pour toi, mais... C'est pas possible en fait, c'est tout ça, c'est en fait maintenant, en fait on est parti dans une... C'est pas qu'on se dit on va ouvrir 2 restaurants, voilà, etc., etc. Non, c'est... En fait, on a besoin d'entreprendre, qu'est-ce qu'on va faire si on fait pas ça en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça ?
maintenant, malheureusement, on est parti là-dessus. Et pour revenir sur la finalité parce que voilà, je reviens sur le truc. Donc les deux restaurants, parce qu'on est aussi, on essaye aussi de penser aussi, encore une fois, de bien faire les choses. Enfin, on essaye de bien faire les choses à notre façon, enfin à la façon dont on la voit. On va réhabiliter une ancienne usine sur Boskep et on va faire un atelier de cuisine là-bas où on va faire les livraisons, on va faire les préparations et après derrière tout sera terminé en beer buck. L'idée est vraiment de se dire que nos maraîchers, il faut imaginer Driss, Bertrand, putain, c'est des mecs qui arrivent avec une camionnette, elle a 10 ans quoi. Enfin, elle fait peut-être pas ce bruit là, mais voilà. Et si je leur demande demain, écoutez les gars, vous livrez déjà à Lille, vous livrez pas à Blaringhem parce que c'est nous qui faisons c'est notre boucher qui nous fait dans sa camionnette frigorifique le transport jusque là-bas, donc il y a de l'entraide quand même. Il livre à Lille, il livre à Boskep, il livre d'autres restaurants forcément. Si on lui dit maintenant on te rajoute Béthune et on te rajoute Dunkerque, mais le mec il va nous rire au nez. Enfin voilà, il a pas que ça à foutre. Je préfère qu'il soit dans ses champs en fait. Le mec a cultivé des légumes, à faire en sorte que ces légumes soient bons, et c'est ton métier, donc fais ça me va très bien moi. Donc en fait, cette partie-là, toute la partie légumes, tous les produits arriveront directement à Boskep. Il y a déjà cette partie où c'est humain pour nos maraîchers, pour nos bouchers, pour plein de choses. Il y a une partie écologique, parce qu'en fait, plutôt que de faire partir 5 camions vers l'île, on n'en a plus qu'un. Et ils nous livrent nous. Alors sur l'île, c'est moins inquiétant, parce qu'ils vont continuer à aller sur l'île, je pense, pour livrer les collègues. Mais au moins, sur Béthune, il n'y en a pas 5. Ouais, puis sur Dunkerque, il n'y en a pas 5. Comme tu le dis, il y a une logique de temps aussi pour eux, c'est la base. Quoi, voilà, déjà. tout à fait. Et puis on peut faire de la bonne restauration. Il y a déjà de toute façon tout ce qui est légumes à couper ou autre, et ça peut se faire. Oui, alors grosso modo, il y aura pas de cuisson là-bas. Ça sera du taillage. On va arriver avec un poisson entier, on va le fileter, on va le portionner, il va partir directement dans les beer bucks. Enfin, c'est de la préparation. Voilà, c'est aussi alléger l'humain dans nos restaurants. C'est faciliter leur travail. C'est aussi améliorer la qualité, parce qu'il faut pas l'oublier. Une frite. Si vous pouvez rire aussi, mais une frite, il n'y a rien de plus dur à faire. Une bonne frite, il n'y a rien de plus dur à faire. C'est super impressionnant. Donc en fait, si on n'arrive pas à maîtriser ça dans un beer buck c'est réalisable, mais 3, avoir toujours la même constance de cuisson de frites. Nous, on veut que ça soit comme ça. On veut pas que ça soit trop cuit, on veut pas que ça soit pas assez cuit, on veut que ça soit comme ça. Donc en fait, c'est tout. C'est comme ça. Et on maîtrise tout le processus. Et c'est bien mieux en fait. Pour les clients, c'est bien mieux au final, parce que ça sera une meilleure qualité. Ok, donc il y a vraiment je dirais une envie d'entreprendre avec une logique et avec du développement, tout en restant, comme tu l'as dit, à une taille humaine et à une vision humaine des choses. Ouais. Ah oui, vision humaine, oui, et vision locale aussi. Parce que l'humain est hyper important, mais l'humain est d'autant plus important pour le local aussi. Parce que, allez, encore une fois, ouvrir, alors on pourrait nous dire, on peut aller ouvrir à Bordeaux, ce serait génial. Hein. Je sais pas, je suis jamais allé à Bordeaux, mais ça doit être beau, quoi. Ouais, mais c'est pas chez nous. Il y en a qui peuvent y aller, ils peuvent le faire s'ils veulent, je m'en fous. Et puis c'est pas dans votre logique, en fait, tout simplement. Dans tous les cas, c'est pas notre logique, mais voilà, nous on veut d'abord, on est chez nous ici, on veut faire en sorte que notre patrimoine, notre terroir, voilà, on est fiers de ça, quoi. Écoute Kevin, je pense que terminer sur on est fiers de notre terroir, c'est plutôt pas mal. Avant de terminer, peut-être que je t'ai coupé, peut-être que tu n'as pas pu dire un truc que tu avais envie de dire, ou parler d'une personne que tu as envie de parler. Donc avant de couper, terminer et de se quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, que je t'ai pas laissé dire? Je vais pas remercier une personne en particulier ou parce que c'est compliqué, je trouve, et ça en laisse pas mal de côté, surtout. Non, juste que je vais redire ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir peur, pardon, mais dans tous les cas, il faut savoir maîtriser sa peur, il faut savoir aller au-dessus, et tout le monde pourra se planter, ouais, mais c'est ça, entreprendre, c'est ça, tu réussis ou tu réussis pas. Et généralement on réussit parce que derrière ça reste, encore une fois, tu joues avec ton argent, donc tu maîtrises beaucoup mieux les choses, t'essayes de mieux maîtriser les choses, t'essayes d'être cohérent dans tout ce que tu fais, etc. Donc c'est pas pareil que de jouer avec l'argent des autres, vraiment. Donc en fait forcément il y a plus de responsabilité aussi derrière, donc on fait plus attention, étrangement. En tout cas,
Je suis vraiment très content de t'avoir reçu sur le podcast parce que tout ce que tu as dit, ça va dans le sens d'Allez Vas-y, c'est-à-dire tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de moments où tu as décidé de dire je veux m'arrêter, je vais faire autre chose, je profite aussi pour découvrir le monde et puis ensuite je me lance, je m'associe. Derrière, entre deux, je fais des actions qui œuvrent pour les autres. On était sur une forme de bénévolat quand vous vendiez les paniers, donc vraiment ça remplit à 100% toutes les cases du podcast et je suis vraiment content de t'avoir reçu, très content de t'avoir revu, puis d'avoir, alors qu'on s'est connus pendant des années, d'avoir découvert encore des choses sur toi, donc comme quoi, il y en a encore plein à découvrir. J'imagine. J'imagine. Tu ne sais pas tout. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté et d'avoir pris du temps pour parler sur le podcast. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Kevin. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.